messieurs, bonjour, bienvenue à vous. Vous êtes sur Vox Africa pour votre émission Vox Live. Cette émission qui décrypte l'actualité africaine avec les Africains. Et oui, nous sommes encore dans la semaine de la Journée internationale de la femme africaine et on la célèbre ici sur le plateau de Vox Live avec nos invités. Le thème du jour, je suis sûre qu'il va vous faire parler. On parle du féminisme. Oui, le féminisme, qu'est-ce que c'est et surtout pourquoi fait-il peur aux hommes, si il fait peur aux hommes. Alors, je serai accompagnée de 2 dames ainsi qu'un homme pour parler de cette problématique. Comment allez-vous, chers invités? Aminata Konaté-Bouné, bienvenue à vous. Vous êtes cadre de l'éducation nationale. Bienvenue encore une fois. Merci. On accueille tout de suite Madjoula Idara Djabi. Vous êtes maire adjointe de l'île Saint-Denis. Bienvenue à vous. Et on continue avec Djibi Bathily. Donc, vous êtes initiateur du Haut Conseil des Sénégalais de l'extérieur. Bienvenue à vous. Bonjour. En tout cas, vous êtes très bien apprêtés. Merci. Allez, mesdames et messieurs, on commence cette émission avec un rapide tour de table concernant la carte blanche. Oui, je vous donne une carte blanche, c'est simple, on donne la parole aux téléspectateurs. Je ne connais pas les sujets, la parole est libre sur Vox Live. On commence par vous, Aminata Konaté-Bouné. Alors, ma carte blanche portera sur la conscience de soi. Trop souvent, on parle de confiance en soi en oubliant que la conscience de soi est d'abord le préalable à ça. Moi, je suis née avec une maxime que mon père m'a inculquée depuis toute jeune, sois ta première fan. C'est-à-dire que autour de nous, on peut avoir énormément de personnes qui décèlent des qualités chez nous. Si nous n'en avons pas conscience, ça ne sert à rien. Et mon coup de gueule aujourd'hui, c'est de dire aux gens, ayez conscience de ce que vous êtes pour pouvoir imposer votre talent. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Et ce message, vous l'adressez à qui si vous deviez l'adresser? Je l'adresse aux jeunes d'abord. Aux jeunes parce que mon public de prédilection, c'est les jeunes. Je suis à l'éducation nationale, j'accompagne les enfants, les adolescents dans leur construction personnelle et souvent c'est très très compliqué. Je l'adresse aux jeunes mais je l'adresse aussi aux adultes parce que le problème également auquel on est confronté, c'est que les adultes font énormément de ravages dans l'éducation des enfants. Souvent, on utilise des termes qui peuvent paraître anodins mais qui restent ancrés dans la mémoire et pour s'en défaire, c'est très, très compliqué. Alors, dans l'éducation des enfants, moi, je prône une éducation bienveillante, comme je crois toutes les personnes ici sur le plateau. Cette éducation bienveillante, elle passe par beaucoup d'affection. Je dis souvent qu'il n'y a pas d'overdose d'amour. Quand les enfants ont entre 0 et 3 ans et qu'on leur dit qu'ils sont les plus beaux, ils croient en nos paroles. Ils grandissent avec ça, ils se construisent avec ça. Et ensuite, ils se rendent compte qu'on est les plus beaux dans les yeux de maman et papa, mais au moins, ils ont le socle nécessaire pour pouvoir avancer. Allez, maintenant, nous allons passer à Madjoula Idara Djabi. Alors, vous avez une carte blanche. Les téléspectateurs vous écoutent. Qu'avez-vous à dire? Alors moi, je souhaiterais faire un clin d'œil sur tout ce qui est inclusif. C'est les Jeux paralympiques. Le 28 août, ça approche. Et j'espère qu'on aura la même ferveur que dans les Jeux olympiques. Que la visibilité soit la même pour le paralympisme. Que toutes les personnes qui vont concourir dans ces Jeux qui sont arrivés du monde entier, qui sont à Paris, soient encouragés par le monde entier, que l'accent soit porté et que les combats qu'on a portés pour l'accessibilité, l'inclusion soient mis à l'honneur et qu'ils nous ramènent plein de belles médailles. Bien sûr, mais c'est important ce que vous dites parce que on voit qu'il y a une différence. On parle des Jeux Olympiques et Paralympiques. Absolument. Pour le coup, on aurait pu les intégrer, à savoir les Jeux Olympiques, peu importe. Tout simplement. Mais là, on voit qu'il y a une différence. En plus, il y a un break de 2 semaines entre les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques. Donc on se dit, mais finalement, la différence, ils la font directement, ne serait-ce que dans l'énoncé, dans la terminologie utilisée. Et c'est un combat que je mène dans le cadre du concours d'éloquence, justement. Je mets l'accent sur le paralympisme, où toutes les équipes doivent porter le nom d'un athlète paralympique pour les faire connaître beaucoup plus, les mettre en avant. Ils ont fait de leur différence une force. Ce sont tous des exemples de non-renonciation qui se battent au quotidien à travers le sport et toutes ces valeurs d'émancipation. Donc j'encourage tous les spectateurs, où qu'ils soient, à soutenir nos athlètes paralympiques. Et que la ferveur que Paris connaît actuellement soit la même du 28 août au 8 septembre. Exactement, c'est très important et merci pour ce beau rappel. On continue avec vous, Djibi Bathily. Quelle est la carte blanche que vous souhaitez mettre en exergue ici sur le plateau de Vox Live pour nos téléspectateurs? Journée mondiale de la femme africaine oblige. J'ai une pensée énorme aux jeunes qui prennent les pirogues. Et j'aimerais bien qu'ils se donnent confiance pour dire que l'Afrique a besoin d'eux pour se développer. Donc, il faut prendre des pirogues, c'est un choix. Mais on leur demande de faire un choix, de rester au pays, de se former et de s'engager pour accompagner l'Afrique dans son développement.
Effectivement, donc c'est très important de le dire, hein, c'est un véritable fléau et bien sûr on soutient totalement ce message-là, à savoir faire en sorte qu'il n'y ait plus de morts de ces jeunes-là qui décident de partir prendre la pirogue et aller de l'autre côté en pensant qu'un avenir meilleur les attend. Peu importe, en tout cas, il va falloir que le continent africain puisse se développer correctement, donner les armes nécessaires, les moyens nécessaires pour que les gens aient envie, pas puissent rester, mais aient envie de rester. Merci beaucoup, Djiby Bathily. Allez, maintenant, on reprend le thème du jour, à savoir le féminisme, c'est quoi? Et surtout, pourquoi le féminisme fait-il peur aux hommes? Alors moi, je vais donner la parole à Aminata Konaté-Bouné. C'est quoi pour vous le féminisme? Comment vous le définiriez? Alors moi, je définis le féminisme comme un combat mené par des femmes pour une réelle équité entre les femmes et les hommes et pour essayer de gommer toutes ces discriminations dont elles font face au quotidien. Parce que si la femme n'était pas discriminée au quotidien, si la femme n'était pas reléguée au second point, nous ne parlerions pas de féminisme. Mais c'est parce qu'aujourd'hui, c'est porté par un mouvement de femmes pour essayer de rééquilibrer les choses entre la femme et l'homme, tout simplement. Ok, très bien, c'est très clair. On va continuer avec vous, Monsieur Djiby Bathily. C'est quoi le féminisme pour vous, homme que vous êtes? Homme que je suis, comme dit mon collègue, au combat des femmes pour l'égalité des chances. Au Sénégal, on a eu l'avantage d'avoir la notion parité au niveau de toutes les fonctions étatiques. Donc pour moi, c'est ça que je me définis comme féministe. Donc c'est-à-dire la liberté, l'envie et l'engagement d'une femme de choisir, de faire son choix, sans pour autant être influencée par une autre. D'accord, très bien. On continue avec vous, Madjoula Aïdara Diaby. C'est quoi pour vous le féminisme? Pour moi, le féminisme, c'est tout un mouvement d'émancipation de la femme, le mouvement féministe. Et les femmes qui militent pour un avenir meilleur, quel qu'il soit, dans toute la société, et ce militantisme féminin passe par l'émancipation. Très bien. Très, très clair. Alors là, on a la définition du féminisme, c'est bien. Moi, j'aime bien, dès le départ, savoir sur quoi on va se baser pour continuer la discussion. Êtes-vous féministe, Djiby Bathily? Moi, je ne suis pas féministe, je suis traditionnaliste. C'est-à-dire? C'est-à-dire que je crois que la femme n'a pas besoin d'un tel combat pour s'exprimer, parce que déjà, la société africaine lui a donné déjà des rôles assez importants. Parce que la majeure partie des reines qui ont eu en Afrique ont été des femmes. Les reines les personnes qui ont eu à influencer la culture africaine, le combat africain contre la colonisation ou autre, ont été des femmes. Quand vous allez dans les Linguères, on vous dira les Linguères comme Amosouka Diatta et autres. Donc ça dit que pour nous, en tant qu'Africains, la femme a déjà eu sa place. Parce que un jeune qui vient de commencer son boulot, s'il n'a pas donné son salaire à sa mère, il n'est pas content parce qu'il faut que la maman puisse déjà bénir ce salaire-là, sinon le salaire ne sera jamais béni. Donc pour nous, en tant qu'Africains, je considère que normalement le féminisme ne devrait pas exister. Alors, je me dis qu'il devait exister, mais pas au modèle qu'on nous propose, qui est typiquement occidental, qui est typiquement des valeurs autres qui ne sont pas des valeurs africaines. L'Afrique a déjà ses féministes qui n'ont rien à voir avec ce qu'on veut nous exposer, ce qu'on veut nous imposer. Donc c'est quoi finalement le féminisme africain? Le féminisme africain, c'est-à-dire que tout ce que se fait, c'est la maman qui a toujours raison. Le papa, il est là pour gérer le foyer. Mais quand il y a une décision qui se prend, c'est toujours le moment qu'on va écouter. Donc ça, c'est la position dans le foyer, c'est la position dans la société, dans la société africaine en tant que telle, la femme est la mère nature de tout ce qui est, de toutes les décisions. Le féminisme est, je vais donner une définition, le féminisme est un mouvement social, politique et intellectuel qui vise à promouvoir l'égalité des sexes et à éliminer les inégalités de genre dans tous les aspects de la société. Il se concentre sur la lutte contre les discriminations et les injustices subies par les femmes et les filles, tout en cherchant à transformer les structures de pouvoir qui perpétuent ces inégalités. Vous en pensez quoi de cette définition-là, pour le coup? Est-ce qu'elle est adaptée au continent africain? Pour moi, ce n'est pas adapté parce que la notion genre, c'est quoi la notion genre? Homme-femme. Homme-femme. Donc ça dit que ça revient à l'homosexualité. Si on voit bien qu'au niveau du féminisme, c'est un courant qui rejoint un petit peu au niveau du walking. Pourquoi? Parce que c'est pouvoir choisir, dire que moi je suis d'accord pour que la femme puisse choisir en autonomie ses choix, etc. etc. Mais là, on nous oriente pour les orientations sexuelles. On parle bien des orientations sexuelles. Donc ça dit qu'on va vers d'autres valeurs qui ne sont rien à voir avec des valeurs africaines.
Pourtant, il y a pas, en aucun cas j'ai mentionné ne serait-ce que ça, à savoir l'orientation sexuelle, c'est une chose. Mais là, on dit tout simplement à la femme la possibilité de faire ses propres choix. Et le féminisme fait partie de ça, c'est-à-dire que l'égalité, promouvoir l'égalité du sexe, éliminer les inégalités de genre. C'est ça, éliminer les inégalités de genre, à savoir, c'est pas parce que je suis une femme que j'ai moins de droits qu'un homme, et c'est pas parce que tu es un homme que tu as moins de droits, que tu as plus de droits qu'une femme. Mais il y a un paradoxe, parce que le paradoxe en France, jusqu'à présent, la loi interdisant les pantalons n'ont pas encore été abrogées. Donc, aujourd'hui, on va parler des féministes. Donc, ça veut dire qu'il faut que les Européens puissent déjà eux-mêmes faire déjà leur... Mais c'est marrant que vous renvoyez tout ça à l'extérieur. Vous pensez que le féminisme, c'est un mouvement qui a été imposé, qui a été importé? Non, le modèle proposé actuellement. L'Afrique a déjà, je vous ai dit, l'Afrique a déjà ses féminines. L'Afrique a déjà eu ses reines durant des années et des années qui ont eu à imposer des lois sans pour autant être considérées comme des femmes ou autres. Ils ont été considérés comme des leaders, comme des dirigeants. L'Afrique a déjà fait ce choix-là. Nous, ce qu'on ne veut pas, c'est que l'Occident, sa façon de définir le féminin, puisse nous-mêmes, Africains, nous l'imposer. Nous, c'est ça qu'on dit. D'accord, donc je vais vous donner la parole. Pour clarifier un peu les choses, donc le féminisme, les aspects principaux du féminisme, c'est par exemple l'égalité des droits et des opportunités. Vous êtes d'accord avec ça? Tout le monde est d'accord. Égalité des droits, c'est-à-dire que les femmes peuvent avoir les mêmes droits et les mêmes opportunités que les hommes, ou pas? Moi, pas forcément. Non, j'en disconviens pas. Moi, non, mais je vous pose la question, je ne donne pas d'avis. Je suis pour la liberté des choix et la liberté des actions, que la compétence prime. On continue. Élimination des stéréotypes et de genre. Élimination des stéréotypes de genre, c'est-à-dire que les stéréotypes, on est pour l'élimination des stéréotypes de genre, on est pour l'autonomisation des femmes. C'est ça le féminisme. Les femmes féministes luttent contre les violences de genre. Est-ce que finalement, c'est quoi? C'est un modèle occidental qu'on impose à l'Afrique, ou finalement ce sont des valeurs communes finalement qui peuvent être défendues aussi bien qu'on soit en Asie, en Afrique, en Amérique, peu importe? Regardez le féminisme, là où vous le rencontrez le plus. C'est dans les sociétés occidentales. Est-ce que dans les sociétés asiatiques... Donc pour vous, le féminisme est une création de l'Occident? Oui. Ok, très bien. On va s'arrêter sur ça. Et je vais continuer avec nos autres invités. Alors, rapidement, peut-être des réactions à... Moi, j'ai envie de dire que le féminisme, c'est né, si je ne me trompe, dans les années 70 aux États-Unis, avec les blacks féministes. Le féminisme moderne, oui, voilà. On peut le dire, oui. Ensuite, il y a aussi ce qu'on appelle l'afroféminisme. Mais pour le coup, comment vous réagissez à ces propos? C'est vraiment ça la question. Je ne suis pas spécialement d'accord. Je veux dire, dans chaque continent a son féminisme, il peut être différent, mais quoi qu'il arrive, c'est le militantisme. C'est ça, c'est le militantisme au féminin. La femme qui combat, la femme qui veut plus de droits, la femme qui veut plus de pouvoir en quelque sorte. Pour rejoindre Majula, le féminisme occidental moderne, oui, il vient du mouvement des États-Unis, mais j'aime rappeler que nous avons nos propres références avec un féminisme africain qui est bien antérieur à tout ça. On en a parlé tout à l'heure, la création de la Journée internationale de la femme africaine, les Lingers dont vous parliez, les Amazones du Dahomey, voilà, on en a beaucoup des références comme celle-là. Mais là où j'aimerais attirer votre attention, et là où je ne suis pas d'accord avec vous, c'est que vous vous référez uniquement au féminisme occidental, alors que la réalité, c'est de se référer au féminisme endogène, tout simplement. On parle de l'Afrique, partons de nos réalités. Les réalités, c'est qu'aujourd'hui, une fille n'a pas les mêmes égalités qu'un garçon face à l'instruction, par exemple, le fait d'aller à l'école. Par rapport aux revenus aujourd'hui, une femme n'a pas les mêmes droits, ou en tout cas dans les faits, qu'un homme. Tout à l'heure, nous parlions du fait que la femme représente une manne financière, mais qui est, on va dire, occultée. Et pourtant, c'est l'une des main-d'œuvre les plus importantes, avec 75% de femmes qui constituent la main-d'œuvre agricole. Et pourtant, forte est de constater qu'aujourd'hui, face à la banque, face à des crédits, face à des prêts, la femme n'a pas les mêmes droits. C'est ça aussi, ce féminisme-là. Alors, le féminisme à l'africaine, ça va être sur des choses comme celle-là. Le féminisme à l'occidental, ça va être sur une égalité salariale. Ça va être pour arriver à des postes à décision qui soient à une parité égale dans les COMEX. Et on va y arriver très prochainement aussi en Afrique. Donc c'est ça en fait le féminisme. C'est des combats portés par des femmes, mais des combats qui font écho à leur réalité.
Et on a beau avoir eu des reines, avoir eu des références, aujourd'hui, on a quand même une société discriminante en Afrique. Est-ce que vous trouvez légitime? Et ça, c'est lié au sexe. Ça, c'est lié au fait que nous soyons des femmes et que vous soyez des hommes. Est-ce que vous considérez que se battre pour que les filles puissent aller à l'école, c'est un combat légitime? Moi, en tant que tel, ma mère, elle a commencé à travailler à 18 ans. J'ai des grandes sœurs qui sont des commissaires de police. Donc, le féminin, moi, je le vis dans mon quotidien. Ça dit qu'il y a une minorité en Afrique de personnes qui n'acceptent pas, pour des raisons religieuses ou autres, qui n'acceptent pas l'évolution de la femme. Mais ce n'est pas la grande majorité des Africaines reconnaît le rôle de la femme dans la société africaine. Il y a une perversion de la société africaine due à la pauvreté. Mais quand moi, je vois de mon exemple, je vois en 1973, ma mère, elle rentre à l'école polytechnique et elle devient un des premiers employés civils à l'âge de 18 ans. Je vois ma grande sœur qui est commissaire de police à des années 80 ou autres. Donc ça dit que le féminisme, je l'ai vécu. D'accord. Mais est-ce que c'est une généralité de la société sénégalaise? Ce que je veux dire, il y a une minorité au Sénégal, et malheureusement c'est souvent dans le milieu rural, où il n'y a pas encore de vrais, on peut dire de vrais résultats dans le combat des femmes, mais quand vous allez dans les urbains, dans les villes, dans les campagnes villes, nous, on a eu des classes avec des jeunes... Est-ce que ça empêche le fait qu'il y ait du féminisme, tout simplement? La question, elle est très claire. Je me demandais si vous étiez antiféministe ou si vous étiez... Non, ce n'est pas antiféminisme. Ça dit que c'est un attardement des réalités sociétales. Ça dit que quand vous allez dans le milieu rural, même qu'ils soient des garçons, le père préfère envoyer ses garçons dans les champs que d'aller à l'école. Tu vois des jeunes filles, le papa préfère prendre la fille, l'envoyer aller faire les femmes de ménage que de l'envoyer dans les ménages. Donc ça dit que ce qu'on doit faire en Afrique, c'est de faire une sorte de remise en question sur des choix. D'accord, donc je réitère ma question. Le féminisme, comme on vous l'a défini, est-ce que vous considérez que c'est un combat légitime? Est-ce que vous considérez que c'est un mouvement légitime, et même sur le continent africain? Tout combat est légitime. Parce qu'il y a des insuffisances dans la société qui fait que les gens ont besoin de mener ces combats-là. C'est ce qu'on a dit et répété, c'est-à-dire que le modèle africain, il a ses combats, et depuis longtemps, les femmes africaines ont montré leurs compétences, parce que quand vous allez à l'ONU, la majeure partie des postes qui ont été occupés, c'est des femmes africaines. Là, la preuve, au niveau de la FAO, etc., etc. Donc, c'est-à-dire pour moi, le féminisme africain a toujours existé, ce combat a toujours existé. Le féminisme, c'est aussi ça, donner la possibilité aux femmes de choisir tout simplement la vie qu'elles souhaitent mener. C'est ça le féminisme. Et lorsqu'on parle d'afroféminisme, n'oublions pas les Antilles, la Martinique, la Guadeloupe, qui eux aussi ont fait un gros mouvement anticolonial, lutter contre toutes les formes de discrimination, contre tout ce qui était autour de la négrophobie, etc. Donc, vous parlez de le féminisme à l'africaine. Quand on dit afroféminisme, n'oublions pas tout le côté panafricain, où toutes les femmes militent, peut-être pour des choses différentes. L'anticolonialisme, c'est un peu partout. Si on parle de l'Afrique aussi, on peut aussi l'évoquer. Mais c'est surtout combattre pour une société meilleure. Est-ce que vous considérez que les femmes africaines sont féministes ou pas? Vous pensez que c'est nouveau que les femmes africaines soient féministes? C'est pas nouveau, on est d'accord sur ça. Là, moi, je dirais plutôt que les premiers féministes, c'est les femmes africaines. On est d'accord, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas dater, quand on parle de féminisme, on sait très bien qu'il y avait des sociétés matrilinéaires où la femme avait le droit de choisir, de disposer d'elle-même, d'avoir ce qu'elle souhaitait avoir, etc., de prendre elle-même ses propres décisions. Donc, c'est ça le féminisme, c'est permettre à chaque femme de pouvoir disposer d'elle-même, d'obtenir ce qu'elle souhaite. C'est ça. Donc pour le coup, c'est exactement, quand on parle du féminisme occidental, et avec la définition que j'ai donnée, c'est le même, sauf que l'afroféminisme va s'intéresser, va entre guillemets, prendre en compte les réalités locales, les réalités africaines. Exactement. Moi, ce que je dis, après, les inconvénients qu'on a en Afrique, c'est dû à une perversion religieuse. Parce que depuis que la pénétration religieuse en Afrique, les femmes ont beaucoup perdu sur certains aspects de leur acquis. Parce que quand souvent en Afrique on vous parle quoi, on vous dit que la femme ne peut pas, la religion dit que la femme ne peut pas avoir ceci, la femme ne peut pas avoir cela, alors que quand tu le vois sur l'aspect culturel africain, la femme a ces droits-là. Mais malheureusement, depuis
la pénétration religieuse, qu'il soit l'islam ou le christianisme, la femme africaine a beaucoup perdu. Donc c'est pour ça il est normal qu'il y ait du féminisme, que les femmes se battent pour récupérer leurs droits, si je me base sur ce que vous dites. C'est une question de justice sociale, en fait, tout simplement. Voilà, c'est juste une question de justice sociale. Et tout à l'heure, vous parliez de cette perversion justement religieuse. C'est une interprétation humaine. Mais ça, c'est universel. Que ce soit en Occident ou que ce soit en Afrique, les hommes ont interprété soit des traditions, soit des textes religieux, soit autres, pour asseoir leur hégémonie sur les femmes. Et c'est de ça que nous parlons aujourd'hui. Tout à l'heure, nous parlions des réalités endogènes. Les réalités endogènes de l'Afrique, c'est un manque d'éducation. C'est-à-dire que quand on prend proportionnellement les garçons et les filles, on a plus de filles qui ne vont pas à l'école parce que ce sont des filles. C'est de ça dont on parle. Et nous, ce qu'on essaye de revendiquer, ce qu'on essaye de dire, c'est que pour avoir une société plus juste, pour avoir une société équitable, équilibrée sur ces deux jambes, eh ben, on ne peut pas laisser une partie, pas des moindres, de la population, que sont les femmes, sur le côté. C'est ça en fait qu'on dit. Après, pour pouvoir y parvenir, oui, il va falloir lever les freins au niveau de la pauvreté, parce que beaucoup de familles n'envoient pas leurs enfants à l'école parce que elles sont pauvres et qu'elles préfèrent assurer les revenus et faire manger la famille. Mais à choisir entre envoyer son garçon et sa fille, c'est le garçon qu'on va envoyer et c'est la fille qu'on va garder à la maison. Et on la garde bien à la maison parce que c'est une fille. En fait, c'est sur ces questions-là que nous on appuie. C'est vraiment sur ces questions-là. Après, on part des réalités africaines qui ont été citées tout à l'heure, mais le féminisme, c'est ça à la base. C'est la discrimination basée sur le genre. Et peu importe où on se trouve. Qu'on soit en Occident, qu'on soit aux États-Unis, qu'on soit en Amérique. Regardez, ça dit qu'il faut aussi faire la distinction des choses. Quand on parle du Sénégal, moi je parle du Sénégal, le Sénégal a fait beaucoup d'efforts depuis des temps pour que les jeunes filles aillent à l'école. Il y a peu de jeunes filles qui restent à l'école, vu que l'escolarité au Sénégal est obligatoire. Donc, ça dit que depuis la nuit des temps, les jeunes filles et les jeunes garçons vont à l'école. Ce qu'il y a eu, c'est dans le milieu rural, où il y a une certaine pauvreté, où il y a une certaine appréciation de la vie de telle qu'elle est. Ce n'est pas seulement religieux, mais culturel, de dire que l'homme, c'est lui qui porte le nom, c'est lui qui portera les générations à venir. Donc la femme, elle va se marier, donc elle n'a pas besoin de travailler parce qu'il y a un homme qui va se souvenir à ses besoins, etc. etc. C'est là où le combat, c'est de dire que, qu'il soit l'homme, qu'il soit la femme, on doit toutes les mêmes mettre au même pied d'égalité pour qu'au moins ils puissent avoir. Parce que là, actuellement au Sénégal, la meilleure élève en maths et en classe de terminale, c'est une fille. En première, c'est une fille. En terminale, pareil. D'accord. Donc vous êtes pour les combats féministes qui permettent finalement d'avoir des résultats comme cela. Ce que vous dites, c'est que quand on donne les mêmes chances aux filles et aux garçons, ben les filles excellent, oui, mais c'est le combat qui est mené ici également. Nous qui sommes à l'éducation nationale, vous en savez quelque chose, confrères, c'est qu'aujourd'hui, il y a un combat quand même qui est mené pour que les filles aillent vers les filières scientifiques, parce que jusqu'à il n'y a pas très longtemps, les filières scientifiques, elles étaient dévolues aux hommes. Elles n'étaient pas dévolues aux hommes pour rien, elles étaient dévolues aux hommes parce que les métiers porteurs, c'était les métiers scientifiques. Là où justement, on pouvait avoir des revenus confortables, c'était aussi ça, et parce qu'on considérait que les choses sérieuses, elles étaient dévolues aux hommes. Donc il y a aussi toute cette réalité qui est une réalité universelle. Mais pour revenir à l'Afrique, à proprement parler, ce que vous dites du Sénégal est vrai, mais faux en même temps. Parce qu'il ne suffit pas que ce soit décrété pour que ça se fasse au quotidien. Oui, la scolarité est obligatoire, mais quand on va dans les chiffres, toutes les filles ne vont pas à l'école, c'est pas vrai. Toutes les filles ne vont pas à l'école. Et proportionnellement, quand on regarde, il y a plus de garçons qui vont à l'école que de filles. Et ça, c'est valable pour l'Afrique en général. Et je pense qu'il y a une méconnaissance des principes du féminisme, de l'afroféminisme, qui fait qu'on ne répond pas à la bonne question. Mais clairement, la méconnaissance. Voilà, la perception qu'on a du féminisme. Qu'est-ce que c'est que le féminisme? Vous avez évoqué la définition, mais malgré ça, si on n'a pas la bonne perception de militer pour avoir l'égalité du genre, comme ça a été dit, homme-femme, pouvoir faire les mêmes choses. Ne pas se dire, si je dois faire un choix, ce sera l'homme plutôt que la femme. Tant qu'on n'aura pas compris les principes, eh ben, je pense qu'on ne sera pas d'accord. Parce qu'en fait, pourquoi on repose la question et pourquoi c'est important de la poser, de bien l'installer dans l'environnement dans lequel nous vivons, que ce soit sur le continent africain. Là, on parle vraiment du continent africain. C'est
et pourquoi on dit Afrique, le féminisme fait-il peur aux hommes? Parce que on a l'impression qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de féminisme, tout de suite, les hommes, et notamment les hommes du continent, on va rester sur ça, considèrent que c'est un combat contre les hommes, c'est un combat contre eux, c'est comment dire, un mouvement pris de l'extérieur et amené sur le continent africain, c'est pas nos combats. Alors que c'est faux, finalement, on ne peut pas dater le féminisme, on ne peut pas dire que c'est un mouvement né en Occident. Bien au contraire, on sait qu'en Afrique, il y a des siècles et des siècles, il y avait déjà du féminisme. On le sait déjà. Et ça, il faut le savoir pour pouvoir finalement appréhender le féminisme d'une manière différente et ne pas en avoir peur. C'est pour ça qu'on fait cette émission-là, à savoir, le féminisme, c'est pas un combat contre les hommes. Le féminisme, c'est tout simplement un combat pour l'égalité, pour dire, ouais, on est ensemble et on avance ensemble. La balance, elle n'est pas équilibrée. Eh bien, les femmes veulent un équilibre de la balance et donc, elles rentrent dans des mouvements féministes, en tout cas elles ont des combats féministes pour faire en sorte que la balance soit équilibrée et non plus pour les femmes et moins pour les hommes. Et pour cela, j'ai envie de dire qu'il faut une communication honnête entre hommes et femmes. Voilà, une communication honnête et ouverte, où on se dit, les femmes ont moins de droits, qu'est-ce qu'on fait pour y remédier? En fait, le problème auquel on est confronté dans l'afroféminisme, c'est que la plupart des hommes considèrent ce mouvement-là comme un mouvement castrateur, alors que c'est pas ça. C'est pas ça. Les femmes sont pas là pour éteindre les hommes, elles sont pas là pour prendre la place des hommes, elles sont là pour être en complémentarité avec les hommes, parce que nous avons un monde à partager, tout simplement, voilà, et que de toute façon, l'humanité, elle n'existe que s'il y a hommes et femmes. Donc à partir du moment où on est d'accord là-dessus, comment se fait-il que nous ne soyons pas d'accord sur le fait que les femmes soient discriminées et que les hommes non? En fait, il est là le problème. C'est pour ça qu'on parle de justice sociale. La justice sociale, elle est primordiale. Et on revient à ce qu'on disait depuis le début, l'éducation, tout simplement. Tant qu'on sera sur des questions de genre, ça ne fonctionnera pas. J'ai envie de dire, une quantité de travail égale, eh ben, on doit avoir le même salaire. À compétences égales, nous devons avoir le même salaire. Les femmes ne demandent pas plus que les hommes. Elles ne demandent pas plus. Elles demandent juste une justice sociale. Mais moi, la question posée, est-ce que vous avez été dans des classes en Afrique, au Sénégal en particulier? Non, moi je suis née en France, j'ai grandi en mais France. C'est ça que je vous dis. Moi, j'ai fait mes classes au Sénégal. Alors, j'ai pas fait l'école au Sénégal, mais je connais suffisamment. J'ai fait mes classes au Sénégal. On n'a jamais eu de problème entre l'homme et la femme. Donc, pour moi... C'est-à-dire que vous considérez qu'aujourd'hui, au Sénégal, la femme, l'homme ont exactement la même place dans la société? Exactement. Parce que pour moi, déjà, il y a une loi qui a été votée à l'Assemblée nationale au niveau de la parité. Donc, ça dit que le gouvernement sénégal a mis en place, depuis Abdoulaye Wade, depuis 2000, que toutes les fonctions élues, il y a un homme ou une femme. Alors, après... ça dit que soit c'est la femme qui dirige, la parité. Après c'est l'homme. Donc ça dit qu'on a mis la parité. Donc c'est ça. Donc c'est ce que je veux dire. Donc ça dit qu'il y a un travail qui s'est fait. D'accord. Je vais contredire, excusez-moi, je vais contredire mon frère ici présent. Certes, la loi est là, mais dans l'application, ce n'est pas le cas. On va prendre le gouvernement actuel. On va prendre le gouvernement actuel. On va juste à l'exception du gouvernement. Parce que l'exception. Non, parce que gouvernement que je parle de ça. Parce que je vous dis, à l'exception du gouvernement actuel, parce que là, tout le monde a dit il y a un entorse qui a été fait par le gouvernement, et qu'avant tous les gouvernements, sans exception, ont respecté la parité, à l'exception du gouvernement qui vient d'arriver, qui a fait l'entorse. Donc ça mérite d'être dénoncé. Je vous donne une information. Il y a le Conseil d'État a déjà invalidé 2 ou 3 mairies parce qu'ils ne respectaient pas la parité. Donc, et c'est pour ça que j'ai envie de rebondir en vous disant que l'afroféminisme, ces femmes-là militent pour qu'il y ait une alliance avec les hommes pour combattre les injustices, comme ça a été dit tout à l'heure, ensemble. L'idée, c'est de conjointement s'allier pour aller dans la même direction. Il n'y a pas d'injustice. D'après M. Mathilde, il n'y a pas d'injustice. C'est pour ça que je lui dis qu'il y a une méconnaissance. Moi, ce que je défends, dans ce monde, c'est la compétence. La femme est le plus compétent que l'homme. On prend la femme. À compétence égale, il faut donner... Si l'homme est plus compétent, on prend l'homme. Moi, ce que je défends, je ne suis pas dans les aspects des genres ou discrimination ou autre. Le monde est plein de discrimination, qu'il soit noir, homme, femme ou autre. Malheureusement, le monde est fait ainsi. Maintenant, le combat, c'est quoi? C'est de mettre la compétence en première, qu'il soit l'homme, qu'il soit la femme. Celui qui mérite le mieux le poste, on l'attribue. D'accord. Rapidement, ce que vous dites, et je répète, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous considérez qu'au Sénégal, les hommes et les femmes sont égaux dans tout.
C'est-à-dire que la femme n'a rien à revendiquer parce qu'elle a déjà tout ce que l'homme a. Attention, je me répète, je ne dis pas que tout est parfait. Oui, je ne dis pas le contraire, bien sûr, mais plutôt vous mais considérez que... il y a un chemin qui a été fait, parce qu'on a eu la... On ne parle pas des lois, on parle du constat, c'est-à-dire que sur le terrain, clairement, aujourd'hui, quand vous regardez la société sénégalaise, la société africaine, même pas la société mondiale, c'est même pas juste en Afrique, vous considérez que la femme a la même place et à la même hauteur dans l'échiquier. Malheureusement, en Occident aussi, comme on dit, exactement. C'est pas un combat. Oui. Actuellement, en Occident, il n'y a pas encore toujours au niveau des salaires. Mais on est d'accord, c'est pour ça qu'il y a le féminisme et il y a l'afroféminisme. L'afroféminisme, c'est quoi? Qui peut définir l'afroféminisme? C'est tout simplement le féminisme, mais adapté aux réalités portées par des femmes africaines. Réalité africaine et surtout portée par des femmes afrodescendantes avec nos réalités qu'on vit, parce que le féminisme, par exemple, qui est un mouvement souvent mis en exergue par des femmes blanches, donc forcément elles ne vont pas avoir de sensibilité pour tout ce qui est discrimination raciale, tout ce qui est différence sur différents points qu'elles ne vivent pas. Et c'est pour ça que l'afroféminisme est né, à savoir, ok, on adapte le féminisme général avec une pointe d'afro parce qu'on a des réalités différentes. C'est ça l'afroféminisme. Voilà. Et c'est pour ça qu'il faut faire évoluer les mentalités, vaincre la méconnaissance pour qu'on puisse ensemble avancer conjointement. Parce que s'il y a j'ai envie de parler d'une peur infondée. Non, c'est parce que déjà vous avez parlé de quelque chose qui est assez intéressant, l'aspect méconnaissant. C'est pas question de méconnaissance. L'homme sait réellement que les pouvoirs de la femme. Aucun homme n'ignore. Même dans l'aspect religieux, on te dira, Dieu a créé le ciel, l'océan et la femme, que l'homme ne va jamais découvrir. Parce que c'est tellement une des choses les plus merveilleuses que Dieu a créées, mais les plus secrets de l'homme. D'accord. Donc pour terminer cette première partie, on va terminer quand même sur votre conclusion à vous. En tout cas pour cette première partie, on va voir comment ça va se passer pour la deuxième. C'est la première partie. On va voir pour la deuxième partie. Vous considérez qu'aujourd'hui, finalement, il n'y a pas de raison pour qu'il naisse des mouvements féministes. On est d'accord? Je vous précise. Il va falloir avoir des mouvements afro-féminins pour défendre les valeurs des femmes en Afrique. Et aussi de défendre les femmes africaines qui sont en Arabie Saoudite, qui sont dans les pays Émirats Arabes Unis, qui subissent de l'esclavagisme et que malheureusement nos gouvernements n'agissent pas. Donc je me répète, l'afroféminisme, je suis pour et je suis contre le féminisme à l'occidental. D'accord. Et donc, on est clair sur ça, on va revenir dans un instant. Mesdames et messieurs, vous êtes sur Vox Live, cette émission qui traite de l'actualité africaine. Aujourd'hui, on parle de féminisme. On revient dans un instant. Mesdames et messieurs, de retour sur le plateau de Vox Live avec nos trois invités. Aujourd'hui, on parle de féminisme. Et oui, la Journée internationale de la femme africaine l'oblige. Alors, on a commencé cette première partie, donc cette émission, la première partie de cette émission, avec la définition du féminisme et de l'afroféminisme. Maintenant, on va aborder la deuxième question, à savoir, est-ce que le féminisme fait-il peur aux hommes? Mesdames, vous répondez quoi? Merci. Alors oui, complètement. Complètement, on en a la preuve. avec mon frère ici présent. Il fait peur parce que c'est en opposition. Alors que le féminisme n'est pas en opposition, il vient en complémentarité. Je crois que vous vous limitez au préfixe du mot féminin. Ben non, c'est pas parce que c'est porté par des femmes que ça doit être uniquement porté par des femmes. Les femmes impulsent la chose, mais ce qu'elles disent dans le féminisme, c'est nous avons besoin de mener ce combat ensemble pour une véritable équité sociale. C'est une question de justice sociale. Quand on est un humaniste vraiment revendiqué, on ne peut pas accepter que plus de la moitié de la population mondiale soit discriminée parce qu'elle est femme. Quand on est humaniste, en tout cas moi c'est ma définition. Et qu'on soit un homme ou une femme, normalement on devrait tous être d'accord là-dessus, sur le fait que parce que nous sommes des femmes, nous n'avons pas à être discriminés. Donc moi c'est vraiment sur ce point-là que je dis que, c'est sur ce point-là où je m'appuie vraiment sur ce point-là pour dire que oui, ça fait peur aux hommes. Et ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, je l'ai dit tantôt dans la première partie, ça fait peur aux hommes parce que les hommes considèrent qu'ils nous donnent plus de place, donc par ricochet, ils en perdent. Ben non, c'est juste une question de rééquilibrage. Et force est de constater que là où les choses sont équilibrées, ça fonctionne mieux.
que ce soit dans les pays où il y a une réelle répartition des pouvoirs et aussi des choix, et bien là, pour le coup, on voit tout de suite que ça fonctionne mieux. À partir du moment où c'est une société uniquement dirigée par des hommes, ça ne fonctionne pas. Si c'est une société uniquement dirigée par des femmes, ça ne fonctionne pas. Il faut qu'on rééquilibre les choses. C'est ça, en fait, le féminisme. C'est tout. Madula, pourquoi le féminisme fait-il peur aux hommes? Il fait peur aux hommes parce que ce sont des fausses idées reçues. Comme l'a dit Aminata, ils lâchent un petit peu, donc se disent elles ont acquis quelques droits, en gros ça suffit. Et alors que le féminisme, c'est l'alliance de l'homme et de la femme pour avancer conjointement. C'est le soutien mutuel. Les femmes n'ont jamais dit on va réussir seules. Et les femmes n'ont jamais dit que sans hommes, les femmes n'ont jamais dit qu'elles n'avaient pas besoin d'hommes. Au contraire, elles disent qu'il faut se soutenir conjointement pour réussir ensemble et combattre les inégalités. Et c'est pour ça que vous avez des hommes qui vont être féministes dans l'âme, qui vont faire des choses, qui vont militer, et vous avez des hommes qui vont se dire, comme monsieur, vous copiez sur le modèle occidental, c'est pas ça, en gros, restez à votre place, vous avez déjà suffisamment. Moi, c'est comme ça que je schématise. Oui, c'est la lecture, hein. Mais vous donnez pas, vous dites pas, à aucun moment vous vous dites que l'alliance permettra d'évoluer ensemble et de faire évoluer la société. Comme ça, quand on reprend les différents propos qui ont pu être tenus ici, déjà on part sur un mauvais départ, à savoir le constat. C'est-à-dire que la situation sur le continent africain, la situation de la femme africaine, que ce soit en Afrique, mais aussi à l'extérieur du continent africain. Si à partir du moment le constat il est faussé, ou en tout cas il n'est peut-être pas le bon pour certains et pour d'autres il est peut-être le bon, mais si vous considérez qu'aujourd'hui il y a autant d'enfants garçons que d'enfants-filles qui vont à l'école sur le continent africain, si vous considérez que les femmes ont les mêmes accès au pouvoir que les hommes, etc., donc forcément vous ne serez jamais d'accord parce que vous partez sur un constat qui est différent. Donc on ne va pas revenir sur le constat, vous l'avez fait. Vous considérez qu'au Sénégal, les femmes et les hommes sont sur un même pied d'égalité. Il n'y a pas de problème, c'est votre constat à vous. Moi, je reprends donc, certaines informations que j'ai pu trouver concernant la peur des hommes. Pourquoi les hommes ont-ils peur du féminisme? Eh bien, la plupart du temps, les gens disent que, d'après les études, c'est tout simplement parce que le féminisme promeut l'égalité des sexes, ce qui peut être perçu comme une menace pour ceux qui bénéficient de privilèges masculins. Le stéréotype toujours. Les hommes ont des privilèges. Est-ce que vous considérez que c'est le cas? Les hommes ont des privilèges et le fait de prôner l'égalité des sexes va finalement enlever un peu ces privilèges-là aux hommes et finalement... Mais tout le monde sait que depuis la nuit des temps, il y a eu des privilèges qui ont été acquis par les hommes au nom des religions et qui ne sont pas fondés. Mais, comme on dit souvent, c'est les hommes qui ont écrit les livres et que c'est eux qui savent les réciter. Moi, je n'ai pas de peur, et je n'ai jamais eu de peur parce que j'ai été élevé par des femmes. Mon père, ce que je dis, mon père, tous les 2 ans, je ne le voyais pas. Je vois que de mes tantes, mes frères. Donc, je n'ai pas peur de l'évolution de la femme. J'ai grandi en voyant des femmes commissaires, en voyant des femmes magistrats, en voyant des femmes avocats. Je n'ai pas peur parce que je sais que la compétence prime. Ce que je dis et je répète, je ne suis pas contre l'afroféminisme ou le féminisme. Moi, ce que je suis contre, c'est de prendre quelque chose ailleurs et de vouloir le transgendrer. Et c'est pour ça que je vous repose la question, c'est quoi le quelque chose ailleurs? Comment vous le définissez, le quelque chose ailleurs? Ce que je constate du modèle européen, c'est l'individualité haute. Alors que en tout cas, je vous ai donné la définition, occidentale la définition, du féminisme. La définition, on est d'accord. Après, sur la définition... Sur la pratique, elle est différente? Non, c'est ça la différence. C'est-à-dire que ce qui est défini et ce qui est dit, c'est ça que tout le monde est d'accord dessus. Tout le monde doit avoir les mêmes chances pour réussir dans la vie. La chance qu'on a donnée à un homme, on doit le donner à une femme pour qu'il réussisse. Malheureusement, on est dans une société où on dit plutôt patriarcal, donc ça dit que c'est toujours le père qui est le guide ou le leader de la famille, et on oublie souvent le travail que les femmes font derrière. Si l'éducation est assurée dans une maison, ce n'est pas le papa, c'est la femme. Et on dit aussi dans chaque homme qui réussit, il y a une femme qui est derrière. Donc ça dit que moi, en tant que tel que je suis,
si je suis comme je suis et j'ai eu la chance de réussir dans cette vie-là, c'est parce que j'ai eu des mères, parce que j'ai eu des tantes qui Bien sont sûr, derrière. Vous l'avez dit à plusieurs reprises. En plus, là, ce qui est intéressant, Donc c'est là où je suis qu'on pas parle de d'accord. l'afroféminisme en plus. L'afroféminisme, je dis, et je répète, je suis à 200% dans l'afroféminisme. Ce que je ne suis pas d'accord, c'est de vouloir m'importer un modèle européen que je ne connais même pas tout, qui l'a créé et qui l'a mis en place. Là où on touche vraiment là, les craintes des hommes, justement, hein, cette transposition d'une réalité extérieure en Afrique, ça, c'est quelque chose qui est partagé. Et de toute façon, moi, je reste persuadée qu'il faut partir de ces réalités endogènes, quel que soit le sujet. Voilà, quel que soit le sujet. On pourrait parler de l'évolution des pays africains aujourd'hui en ayant tellement voulu transposer des réalités occidentales, et ben on en est là où on en est aujourd'hui. Donc ça, c'est la parenthèse. Maintenant, pour revenir à ce sujet, on n'est pas sur nos réalités personnelles. Si on était sur nos réalités personnelles, je dirais que tous les trois ici présents, nous sommes des privilégiés. Voilà, privilégiés par nos familles, par l'éducation que nous avons reçue, qui font ce qu'on est aujourd'hui. Simplement, on est là pour parler de la masse et de la généralité. Et quand on parle de la masse et de la généralité, force est de constater que, même ici en France, dans les sociétés, dans les communautés africaines, toutes n'ont pas eu les chances que Madjoula ou moi avons eues. Tout simplement. Moi, j'ai été élevée par un papa et une maman qui ont investi dans mon éducation. Pourtant, ils n'ont pas été à l'école là-bas. Mon papa a appris à lire et à écrire ici. Que ce soit fille ou garçon, ils nous ont tous imposé d'aller à l'école et la même réussite nous a été imposée à tous. Mais autour de moi, j'ai rencontré énormément de personnes pour qui le focus a été mis sur le garçon et pas sur la fille. En fait, elle est là, la réalité. Maintenant, quand on revient à l'Afrique, je fais partie de ces mouvements de leadership féminin. Donc, j'en sais quand même quelque chose. Il ne suffit pas d'être né au Sénégal ou d'avoir grandi au Sénégal pour le savoir. Ces femmes-là, nous les rencontrons dans des forums. Nous avons exactement les mêmes réalités. Des réalités de discrimination basées sur le genre. Et toutes ces discriminations-là, elles sont portées par des hommes, perpétuées par des hommes, parce qu'ils ont des privilèges qu'ils souhaitent conserver. Il ne s'agit pas de pointer ou d'indexer l'Afrique. La seule différence aujourd'hui, ce qui fait peur à nos frères, et là où on a envie de les rassurer et de leur dire qu'il ne faut pas avoir peur, c'est que ce combat-là, on veut le mener avec eux. Ce combat-là, on veut absolument le mener à son terme parce que c'est un combat pour l'humanité. Pour revenir à ce que vous disiez, ça fait peur aujourd'hui, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on est à l'ère des réseaux sociaux. On est à l'ère de l'hypermédiatisation. On est à l'ère aujourd'hui où les Africaines, elles prêtent juste leur téléphone, elles ont un audimat très important, elles ont un relais d'information beaucoup plus important. Ce qui ne se faisait pas avant. Mais ça ne veut pas dire que ces combats-là n'étaient pas menés. C'est simplement les relais d'information n'existaient pas. Et étant donné qu'aujourd'hui, les porte-voix sont beaucoup plus nombreux, qu'on nous entend beaucoup plus, et ben forcément, ça fait peur parce qu'ils se disent « Ah, elles sont beaucoup plus audibles, elles sont beaucoup plus nombreuses. Attention !» Mais non, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Aujourd'hui, c'est une question de justice sociale. Lorsque les femmes et les hommes seront sur le même pied d'égalité, et c'est pour ça que je parle d'équité, face aux droits, je dis bien face aux droits humains, on aura tout gagné. On aura des sociétés équilibrées. On n'aura plus de problème. Et ce que j'ai envie d'ajouter, c'est qu'à la limite, vous m'auriez dit, il y a des combats féministes qu'on a pu voir, hein, des mouvements afro-féministes, en France notamment, puisque nous sommes en France, où il n'y a pas de mixité. Vous m'auriez dit, il n'y a pas de mixité, donc c'est ce modèle que j'aime pas, etc. Mais que ce soit en France ou même en Afrique, on prône l'alliance une fois de plus. Donc il n'y a pas les femmes d'un côté qui militent seules, où là les hommes peuvent craindre. C'est pour ça que j'ai parlé de choses infondées, de peurs infondées. À partir du moment où on veut faire alliance pour avancer ensemble, il n'y a pas de crainte à avoir. Mais mesdames, pour le coup, je vais faire un peu l'avocat du diable, il y a des dérives. En fait, et c'est ces dérives-là finalement qui sont généralisées par les hommes peut-être et qui font peur aux hommes. Alors, ça dit que pour comprendre le contexte d'abord, il faut regarder sur l'aspect culturel. Malheureusement, quand vous regardez en France, les gens qui ont transgendré ces réalités qui est de mettre l'homme en haut ou la femme, c'est souvent des aspects culturels. Quand vous regardez sur les cultures soninké ou malinké ou autres, ils ont transgendré ça du pays à ici. Donc ce combat-là qui existe en France, existe au Sénégal en tant que tel. C'est pour là que j'ai dit dès au départ que le monde rural a des difficultés et il doit se remettre en question sur beaucoup de choses. Mais nous qui avons eu la chance d'être dans des villes, dans des autres,
nos parents ont déjà fait une part des choses de cela. Je ne dis pas que tout le monde l'a fait, mais au moins les gens qui sont dans les grandes villes ont réussi à faire une part de choses de cela. Maintenant, le combat qui existe au niveau de l'Afrique pour qu'on puisse tenir compte des égalités hommes-femmes, c'est dans le milieu rural. On sait que pour des raisons de pauvreté, le père va prendre la fille, va l'envoyer à Dakar pour faire une femme de ménage, et il va dire au fils que toi tu vas aller au champ. C'est-à-dire qu'il y a des réalités africaines qui fait que la réalité économique pour pouvoir gagner cette lutte-là, c'est pas seulement de dire afroféministe ou féministe ou autre, c'est déjà de travailler à la base. Oui, mais est-ce que ça empêche l'existence de ces mouvements-là afroféministes? Non. Donc moi, je veux reprendre mes propos par rapport aux dérives. Oui, il y a des dérives aujourd'hui, parce que quand vous pointez du doigt, vous dites oui, mais le féminisme à l'occidental, c'est l'individualité, c'est les femmes qui ne veulent pas avoir d'enfants, etc. Là, on a l'impression que vous allez dans les dérives ou même pas, qu'on ne peut pas considérer comme étant un mouvement féministe, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'une femme décide de ne pas avoir d'enfant qu'elle est féministe. Elle dispose d'elle-même, elle fait ce qu'elle veut. Et donc, on a l'impression qu'il y a un peu un amalgame général qui est fait, à savoir une femme, à partir du moment qu'une femme revendique quelque chose qui est contre ce que vous souhaitez ou ce que les hommes peuvent penser, eh bien, on la tague de féministe. Alors que non, là, on vous a donné la définition du féminisme, de l'afroféminisme. On se base sur ça, sur les écrits, c'est une définition. Donc, quand on se base sur ça, pour le coup, ça revient à ce que vous dites. Il n'y a pas de féminisme occidental ou autre. Il y a un féminisme. Après, il y a l'afroféminisme qui prend en compte les réalités. Mais pour le coup, si je reprends le vrai féminisme, avec les définitions qu'on a données, avec les définitions que mesdames ont données, vous êtes favorable à l'égalité, à l'équité entre les hommes et les femmes. Je suis pour à 200% du combat. Mais non, il n'y a pas de mais. Mais, je te dis et je répète, je suis pour le combat du changement. Que l'homme africain doit changer, la femme africaine doit intégrer le siècle à venir. Parce qu'ils sont le fondement même de l'Afrique. Et j'ai dit dès le début que la femme africaine, elle est tellement précieuse, peu importe le combat qu'il mènera, elle est précieuse parce que c'est elle qui donne la vie. D'accord, donc maintenant je vais reprendre vos propos du départ. Donc aujourd'hui, est-ce que vous considérez qu'au Sénégal, je reprends, les hommes et les femmes ont les mêmes droits? Ont les mêmes droits et surtout ont accès dans les faits aux mêmes droits? Au Sénégal, ont les mêmes positions sociales? Au Sénégal, ça veut dire qu'on parle de dérives. Il y a certaines qui se basent sur la religion pour exiger certaines choses aux femmes. Et malheureusement, cela... Non, moi je parle vraiment d'un constat général. Non, je te dis un constat général, on ne va pas te mentir. Ça dit que le Sénégal a beaucoup perdu ces dernières années. Le Sénégal de Senghor, de Abdou Diouf et de Abdoulaye Wade avait gagné beaucoup de choses avec les femmes. Mais quand c'est mis avec certaines autorités, avec certains chefs religieux ou autres, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de femmes, ils commencent à perdre beaucoup des acquis qu'ils avaient. Parce que maintenant, c'est pas question que l'homme a toujours... Donc si elles ont perdu des acquis, elles ont le droit de s'organiser et pour faire en sorte de récupérer ce qu'elles ont perdu. Donc c'est ça. C'est ça l'afroféminisme, c'est ça le féminisme, à savoir faire en sorte d'avoir une société équitable, faire en sorte que les femmes, les petites filles, les filles puissent avoir accès aux mêmes choses que les hommes, puissent être traitées de la même manière qu'un homme. C'est ça, tout simplement. Ça ne doit pas seulement être la femme. Oui. Ça doit être un combat d'un humain. C'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Ça dit que moi, je suis d'accord avec vous de dire que je ne dis qu'on ne vient pas. Moi, ce que je dis et je répète, le combat, c'est la compétence. Pour moi, qu'il soit l'homme, qu'il soit la femme, il ne doit pas avoir de discrimination parce que l'autre, il est homme, l'autre, il est femme. Du moment que la femme est compétente, il mérite le poste. Ce qu'il faut faire, c'est que ce qu'on n'oublie pas, actuellement, la population la plus peuplée dans le monde, c'est les femmes. Donc si vous prenez les femmes, vous les mettez de côté pour pouvoir développer le monde, vous n'allez jamais y arriver. Il y a certains boulots où c'est la femme qui est plus apte à le faire. Il y a certains boulots, c'est l'homme qui est plus à faire. Maintenant, on est dans un monde qu'on appelle un monde multipolaire, où il n'y a plus de compétences hommes, il n'y a plus de compétences femmes. Ce qui a la compétence, c'est la compétence en tant que telle. Donc, pour moi, ce que j'ai vécu au Sénégal et que j'ai vu, et que je continue à croire en tant qu'éducateur, c'est de dire que la compétence, j'ai des élèves hommes, j'ai des élèves femmes. Pour moi, ce qui me prime,
c'est pas la femme ni l'homme. Ce qui me prime, c'est l'élève le plus compétent. Justement, en complémentarité des propos, justement, dénoncer toutes ces inégalités, toutes ces discriminations concourent au changement, justement. Et le mouvement afro-féministe, il concourt à ce changement-là en dénonçant ces choses-là et en contribuant à changer ces mentalités-là. Si on se tait et qu'on se dit que tout va bien, rien ne changera. Absolument rien ne changera. Et puis, il y a une réalité, là où il faut vraiment qu'on arrête de se voiler la face, hein, c'est que les discriminations de genre, elles sont universelles. Que vous preniez une femme asiatique, une femme africaine ou une femme européenne, elles auront pour 80% les mêmes discriminations. Après, les autres, ce seront des discriminations liées à l'environnement dans lequel nous avons grandi. Mais ce qui fait commun, c'est le genre. Le simple fait qu'elle soit femme. Et ça, c'est une réalité. Ça, ce n'est pas une transposition occidentale qui arrive en Afrique ou une transposition africaine qui arrive en Occident. C'est une réalité. On va revenir sur les peurs. Selon vous, Madula, comment faire pour surmonter ces peurs-là? La communication. La communication, comme je l'ai dit tout à l'heure, le dialogue honnête. Là, on est obligé de faire appel à tout à l'intelligence collective, homme-femme, pour pouvoir se comprendre. Et vous pensez que ces messages sont à faire que à destination des hommes? Parce que je pense qu'il y a des femmes qui sont anti-féministes. Bien sûr. Il y a des femmes qui sont anti-féministes. C'est homme-femme. Ça va dans les deux sens. Les femmes qui sont anti-féministes et les hommes qui sont anti-féministes, il y en a qui sont des hommes qui sont pro-féministes, etc. Donc le dialogue, c'est à tous les niveaux, pour tout le monde. Pour revenir justement sur ces femmes qui peuvent être antiféministes ou autres, l'histoire nous a démontré que la femme était garante de beaucoup de traditions, des traditions qui n'étaient pas forcément à l'avantage de la femme et qui étaient plutôt même plus discriminantes, mais considérant que c'était ce qu'il y avait de mieux à faire parce qu'elles ont été inculquées dans ça, elles ne connaissent que ça, donc forcément c'est ce qu'elles défendent. Nous, on jette la pierre à personne. Nous, on part du principe que tout est éducation et que justement, le respect de l'individu à proprement parler, ça s'apprend. Voilà, ça s'apprend depuis le plus jeune âge. On apprend aux jeunes que, hommes ou femmes, filles ou garçons, nous sommes des humains avant tout. Nous avons exactement les mêmes droits. Nous devons nous respecter de la même manière. Après, bien sûr que la génétique fait autre chose. Bien sûr que les réalités face à des environnements ou des circonstances peuvent être différentes. Mais là, pour le coup, on reste dans le respect. Et tant qu'on est dans le respect, ça fonctionne. Mais ça, c'est une éducation à la base qu'il faudrait qu'on ait. Et puis, pour se parler entre femmes, oui. Il faut dénoncer toutes ces inégalités de genre, mais il faut aussi qu'on se parle franchement. Je parlais de ces femmes garantes de certaines discriminations, qu'elles ne vivent pas comme des discriminations, mais qu'elles vivent comme leur quotidien, parce que c'est uniquement ce qu'elles connaissent. Mais à force de discuter, à force d'échanger, on arrive à leur faire entendre et à leur faire comprendre qu'en effet, si on avait fait les choses autrement, eh ben peut-être que ça fonctionnerait mieux. Je prends un exemple tout simple. Le mariage précoce. Le mariage précoce, on l'impute aux hommes, mais les femmes sont les garantes de ces mariages précoces-là. Parce qu'elles considèrent que pour préserver leurs filles, il n'y a rien de mieux à faire que de les marier beaucoup plus tôt. Mais c'est aussi un frein à l'éducation, c'est un frein à l'indépendance financière des femmes. Et là, quand on arrive à leur apprendre ces choses-là, quand on arrive à discuter ensemble, quand on arrive à parler, eh ben on avance. On est d'accord. Monsieur Djiby Batili, qu'avez-vous à dire à ces hommes qui ont peur, finalement, lorsqu'on parle de féminisme ? Pour le coup, vous êtes féministe un petit peu, donc vous l'avez dit. Non, moi je ne suis pas féministe. Et pourquoi vous ne l'êtes pas, pour le coup? Vous êtes afro-féministe, vous avez dit. Moi, je suis un traditionnaliste. C'est-à-dire que je crois que tout ce que je fais, j'appelle ma maman pour le dire. Ça n'a rien à voir. Le féminisme, pour moi, c'est une appellation du 21e siècle. Moi, je reste un Africain. Et nous aussi, on appelle notre maman. Voilà. C'est pour vous dire que là où on a peur, il faut parler d'éducation. Vous avez peur de vous perdre? C'est-à-dire beaucoup d'hommes ignorent les réalités du monde qu'ils vivent. Parce que même dans le quotidien même, ils sont dans leur cercle, dans eux-mêmes, dans la communauté eux-mêmes. Donc ça dit que le combat, c'est que les hommes qui ont eu la chance de sortir, d'avoir vu un autre monde, il faut qu'ils puissent revenir, informer, aider les autres hommes. Ça ne va pas être facile parce que des fois, les débats, c'est des débats houleux. Entre nous. Sur quel point, par exemple? Sur quel point? Comme exemple, on parle de mariage forcé, on parle de mariage précoce ou autre. Il y a certains qui se disent que oui, parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait dit avec Aïcha à tel âge et autre, et que nous on doit reprendre. Non, c'est pas ça, parce qu'on dit que la femme a deux cerveaux, l'homme a un seul cerveau. Donc certains hommes te disent que
si je me marie avec quelqu'un qui est plus âgé que moi, donc il va... En dehors du mariage, pour le coup, je pense qu'il y a pas de mariage. Non, malheureusement, c'est comme ça. Donc, ça dit que eux, leur peur, c'est d'avoir une femme qui les maîtrise, qui les ceci, cela. C'est ça pour vous aussi, le féminisme? Non. Toi, le féminisme moderne? Non, ça n'a rien à voir. Ça dit que ce que je dis, c'est des a priori. Non, mais en tout cas, pour eux, en tout cas, vous... Voilà, exactement, c'est des a priori. Pour eux, c'est quoi le féminisme? C'est ça, c'est avoir une femme qui maîtrise l'homme. Non, ça dit que des femmes qui veulent maîtriser l'homme, qui veulent faire ce qu'ils ont envie de faire. Pour moi, le féminisme, c'est quelqu'un qui a la compétence, elle a la compétence. Et j'ai toujours défendu cela. Moi, je suis pédagogue, pour moi, il ne doit pas y avoir de différences entre hommes et femmes. Mais on vit dans une société africaine qui vit à des réalités moyenâgeuses. Quand vous regardez dans la société soninké, dans la société... Non, arrêtez avec la société soninké. Les soninké ne sont pas moins évolués que d'autres. Quand tu regardes les soninké... Êtes-vous soninké? Quand tu regardes les Halpla, les soninké, les Maninké, les autres, donc ça dit, eux, il y a des traditions qui ont ancré en eux pour le faire accepter qu'il y a telle ou telle chose qui n'est plus à jour. Encore une fois, c'est des stéréotypes. Ouais. Complètement. Et puis vous êtes traditionnaliste. Le soninké, il y a, il me semble. Les soninké. Moi, je suis le roi du soninké. Alors moi, je ne suis pas d'accord avec vous en tant que soninké. Donc, non, mais soninké, nous aussi. Ça dit que ce que je vous dis, c'est que vous, la nouvelle génération soninké, ne veut plus accepter les anciens. Maintenant, c'est la nouvelle. Moi, je vous dis, la nouvelle génération soninké, il y a des choses qu'il ne va plus accepter. Un exemple, soyez factuel, un exemple. Un exemple typique, là, le mariage, comme on dit, le mariage arrangé. On voit ton cousin, on voit ta cousine, on te dit maintenant on va vous marier. Donc c'est rare, moi quand on me présente ma cousine, de dire bien cousine comment tu vas, ça va, on ne va pas se faire marier. On refuse cela. Mais il y a 5 ou 6 ans, on l'a accepté. Et ça, c'était pas que 5 ou 6 ans seulement? Non, ça dit que c'était ce que je vous dis. Dans la bourgeoisie française, c'est encore comme ça. C'était pas que chez les... Dans la bourgeoisie française, actuellement, il y a des mariages arrangés. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un rallye? Les rallyes ici, vous savez ce que c'est que les rallyes? Les rallyes ici, c'est l'aristocratie française qui se retrouve pour se marier entre eux. Voilà, c'est soit on a une similitude au niveau de la profession, soit on a socialement parlant. Et ça, c'est pas noir, c'est pas soninké, c'est pas... Les royalistes, quand vous allez les familles d'Orléans ou de Bourbon ou de autres, c'est on prend ta main, on t'appelle tel ou tel d'Angleterre ou autre, on va faire le mariage. Et aujourd'hui, vous pensez que c'est plus accepté, les femmes ne veulent plus ça? Non, c'est pas parce que déjà, pour moi, un mariage, c'est 2 personnes qui se connaissent, qui doivent se marier. Mais ça, c'est dénoncé à la fois en Occident comme en Afrique, en fait. C'est en ça que je dis que le féminisme, c'est juste une discrimination de genre. C'est un combat. On s'arrête là. Discrimination de genre. C'est vraiment ça. On est d'accord sur ça. L'exemple que vous avez donné, on vient juste de démontrer le contraire. Voilà, mesdames et messieurs, vous êtes sur Vox Live. Aujourd'hui, on a parlé du féminisme à l'africaine, de l'afroféminisme et surtout comment c'était perçu dans la société. En tout cas, le message a été passé aux hommes. N'ayez pas peur, ce n'est pas un combat contre les hommes, bien au contraire, c'est un combat que les féministes, les afroféministes veulent vivre avec les hommes. N'est-ce pas, monsieur Bathily? En tout cas, vous avez été le seul homme de cette table et merci à nos invités femmes, Aminata Konate-Bouné ainsi que Madjoula Idara Diaby. Allez, on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de votre émission Vox Live, cette émission qui décrypte l'actualité africaine. Bye bye. Vox
Live, votre nouveau rendez-vous. Retrouvez-moi tous les soirs du lundi au vendredi à 18h30 GMT pour parler d'actualité africaine. Vox Africa.